Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeunes élus municipales, entrepreneuses, étudiantes passionnées, sportifs de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Bonjour Maître Soukouna. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci et toi ? Très bien, très bien. Je suis ravie d'être là. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Je suis ravie que tu m'accueilles dans ton bureau puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de te rencontrer. Tu vas prendre le temps de te présenter, de dire qui es-tu. Alors oui, je vais essayer de me présenter en quelques mots. Alors moi je m'appelle Soukouna Magou. Je réside dans le 91 mais je suis avocate sur le barreau de la Seine-Saint-Denis. D'accord. Dans le 93. De manière générale sur mon emploi c'est ça. Très bien. Donc avocate, avec une spécialisation ? Alors oui, c'est pas une spécialisation en tant que telle. En revanche, moi j'exerce dans les domaines du droit de la famille, droit des étrangers et droit pénal. Et j'enseigne aussi à l'université d'Evry. Je suis chargée de travaux dirigés pour les deuxièmes années de droit à Evry depuis 6 ans, pardon. D'accord, ok, super. Donc c'est bien, tu allies ton travail au quotidien et le fait de transmettre tes connaissances auprès d'étudiants. Alors là, on est post-bac, c'est ça ? C'est ça, ils sont en bac plus 2. D'accord, ok, droit super. pénal et procédure pénale. Et c'était... D'accord. C'était une volonté de ta part d'aller vers ça ou c'est tombé dessus et puis tu as sauté sur l'opportunité ? Non, en réalité, j'ai postulé après, avant de rentrer à l'école, du barreau. Oui. J'ai postulé parce que, premièrement, j'aimais beaucoup la matière et dans ma scolarité, il y a beaucoup de chargés de TD qui ne nous donnaient pas forcément envie de poursuivre ou d'être avocat et je voulais apporter un nouvel éclairage aux élèves. D'accord. Et chaque année, je suis renouvelée. Chaque fois, je me dis, je vais arrêter, mais finalement, ça me rappelle. Mais je pense que c'est un bon équilibre puisque c'est une partie qui est très théorique. Oui. Et moi, par rapport à mes élèves, j'arrive à leur apporter de la pratique, ou en tout cas des exemples concrets. Ce qui fait que mes cours sont beaucoup plus vivants que si on était face à un professeur qui n'a finalement jamais exercé dans la profession. À chaque fois, quand on a des cas pratiques, j'essaie toujours de leur donner des exemples de la vie réelle. D'accord, voilà. Ok. Oui, je pense qu'ils sont très en demande de ça et ça les change du côté très théorique et très descendant des cours qu'ils doivent déjà avoir. Et puis je les amène aussi au tribunal. Ah, super. Pour qu'ils puissent voir comment se passe une audience correctionnelle. Super, très bien, très bien. Alors, Maître Soukouna, une question comme ça, vraiment par curiosité, mais qui va nous faire un peu un bond dans le temps, c'est de savoir quel rapport avais-tu avec l'école étant enfant ? Alors moi, je suis un mauvais exemple. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je suis un très mauvais exemple. Parce que moi, à l'école, c'était très difficile. Je pense qu'en primaire, aussi loin que j'arrive à me souvenir, je pense qu'à l'école, ça allait encore en primaire. Oui. Après, au collège, alors là, c'était la catastrophe. J'étais vraiment nulle. J'étais une cancre, j'étais nulle. Après, moi, je suis issue de parents qui savent pas lire, qui savent pas écrire, qui savaient même pas quand j'étais absente ou présente. Enfin, moi, je signais mes mots. Et quand j'ai compris finalement le système et le système de fonctionnement de ma famille, j'avais toutes les libertés que je souhaitais. J'étais très nulle à l'école. Et pas qu'en primaire, du coup. En primaire, je pense que j'avais un petit peu la moyenne. Oui. En tout cas, je comprenais pas que je pouvais faire ce que je voulais.
Après, au collège, alors là, j'ai même pas besoin d'aller. C'est l'âge aussi, l'âge au collège, même quand on essaie d'être studieuse, c'est là qu'on a envie de faire un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'étais pas cadrée, puis j'avais pas envie d'être cadrée, puis moi, l'école m'intéressait pas. Et moi, j'ai arrêté l'école tôt, à 16 ans, mais finalement, au moment où j'ai arrêté l'école, en réalité, si j'avais su, je pense que j'aurais arrêté l'école avant, puisque, bon, de toute façon, on ne pouvait pas, l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais en réalité, je pense que moi, l'école, je n'ai jamais été douée pour l'école, et moi, je ne suis pas faite, en tout cas, à l'époque, je n'étais pas faite pour l'école. Et après, on reviendra après sur mon parcours, mais si j'ai pu être avocate, c'est que forcément, à un moment donné, j'ai dû repartir sur le chemin de l'école. En effet, il y a eu une prise de conscience aussi. Alors, c'est pas une prise de conscience. Je veux dire, chacun... moi, je suis devenue avocate pour une raison claire et précise. C'est que, bon, je pense à peu près à partir de mes 16 ans, 17 ans, déjà, moi, je suis issue de familles polygames. On est extrêmement nombreux. Je pense que c'est une époque où je réalisais pas mal de choses. Je réalisais que finalement mes parents avaient du mal à s'occuper de nous, enfin en tout cas rien que de moi-même, puisque quand j'en venais à écrire, à signer mes mots, et puis mes parents n'étaient jamais convoqués, puis quand ils étaient convoqués, ils comprenaient absolument rien, donc je comprenais que finalement il y avait un petit peu du mal à s'occuper de nous. Mes frères faisaient pas mal de bêtises, mais moi j'ai surtout arrêté l'école parce que j'étais nulle, ça se passait mal, j'étais systématiquement virée ou retenue, et à la maison il y avait des petits. 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois certains étaient nés la même année, où finalement je me suis sentie beaucoup plus utile chez moi, donc j'ai décidé d'arrêter l'école pour m'occuper de mes petits frères. Ok, c'est très clair. On va pas aller plus loin, de toute façon on va revenir sur cet épisode-là, cette partie en tout cas de ta vie. Donc tu as pu nous détailler un peu le rapport que tu avais enfant avec l'école. Donc ton parcours scolaire s'est arrêté à 16 ans. Est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il se passe quelque chose qui fait que tu reprends ta vie en main, mais tu le reprends par rapport à ton orientation? Il s'est passé un long moment entre le moment où j'ai arrêté l'école et le moment où je décide de mon orientation. Donc ça veut dire que déjà dans un premier temps, comme moi j'étais chez moi, j'y étais très bien. Je me levais, enfin c'est pas que je me levais à l'heure que je voulais, mais finalement je m'occupais de mes petits frères, ce qui était devenu un petit peu une passion. Mais moi j'ai pas pris conscience des choses tout de suite. Oui, il y a forcément des événements et j'ai pas repris l'école tout de suite. Mais moi ce que je trouve important, moi j'ai pris le temps de rester chez moi parce que pour moi j'étais inutile de manière générale, c'est vrai, c'est pour ça que... Et moi à l'époque je me disais que moi ma vie était un petit peu j'étais très pessimiste, mais moi je me disais en réalité que ma vie a été foutue, j'avais absolument pas d'avenir, j'avais pas d'objectif, j'avais strictement rien, je pense que je ne réfléchissais pas, j'avais pas de projection, donc forcément je me disais à la fois j'ai pas de projection, mais j'avais de l'espoir pour ceux qui étaient à la maison, parce que je me disais que eux je vais pouvoir changer la donne. Parce que moi, à la base, c'est aussi pour ça. Je veux dire, c'était pour aider ma mère, mais je me disais aussi que je vais essayer de mettre plus d'espoir sur ceux qui, finalement, peuvent avoir plus d'espoir. Et donc, entre ce moment-là et le moment où j'ai réalisé, c'est passé plusieurs choses. Moi, je me suis occupée de mes petits frères. Au quotidien, ça n'a pas été facile, ça a même été très difficile. Et même à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a aussi une de mes petites sœurs, mais du coup qui est avocate, et je m'en rappelle quand je la levais le matin, et un jour elle a dit oui, j'en ai marre, je veux plus me lever, moi je veux faire comme Magou, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai envie de rien faire. Donc déjà rien que ça m'avait mis une claque, puisque je pensais pas être un exemple, je l'étais pas, et en tout cas c'était pas l'exemple que je voulais véhiculer, parce que pour moi, en tout cas, ce qu'on nous apprend dans la société, c'est que si t'es pas à l'école,
tu sers à rien. Mhm. Bon, moi j'avais pas du tout cette image-là et donc je me suis occupée de mes petits frères et franchement pour moi ça a été la meilleure chose de ma vie parce que j'ai appris à me découvrir moi-même et à découvrir certaines choses que j'aurais pas pu apprendre j'imagine ailleurs et mes frères ont commencé aussi à faire des bêtises, beaucoup de bêtises. Il y en avait deux. Et bon, après, c'était des petites délinquances, voilà, ça volait des vélos, etc., etc. Mais comme on vivait dans une ville qui était particulièrement calme, bon, à chaque fois, les policiers venaient les interpeller, puis il y avait des perquisitions. Et puis quand il y en a un, moi j'ai 2-3 ans de différence avec mes frères, mais dès qu'il y en a que 17 ans, Oui. je crois que c'est là, à 19 ans, 20 ans, 19 ans, il y en a un qui est parti en détention provisoire. Et il est sorti de la détention provisoire, mais après, maintenant que je suis avocate, je comprends, il a dû bénéficier à l'époque d'un non-lieu où en tout cas l'affaire a été classée sans suite, où il n'y a pas eu de suite. Et il y a eu cette histoire-là où il avait fait de la détention et d'autres histoires où mes frères allaient, ressortaient, puis souvent, même tout le temps, on disait est-ce que vous avez un avocat, est-ce que vous en avez ou pas. Et en fait, quand mon frère a fait de la détention sur plusieurs mois, mais je pense, ou même peut-être une année, je me souviens plus précisément, souvent, enfin en tout cas une fois, il y avait un gendarme qui était gentil. Oui. En tout cas, enfin, moi je pense qu'il l'était. Et il disait à mon père, mais monsieur, vous savez que si vous aviez eu un avocat, cette peine de prison, il ne l'aurait pas exécutée. D'accord. Et c'est vrai que oui, et c'est là où finalement moi j'ai réalisé les choses parce que mon père était triste du parcours de mes petits frères. Je pense qu'il s'est senti impuissant. Oui. Alors qu'il était déjà par rapport à notre scolarité, mais là je pense que ça a été davantage le fait qu'on lui dise qu'il n'avait pas les moyens de payer un avocat. Et moi en fait ce jour-là j'ai mis la main sur l'épaule de mon père et je lui ai dit t'inquiète pas, moi je vais devenir avocate. D'accord. Et moi je vais les défendre. Mais il s'est passé un moment entre le moment où j'ai arrêté l'école et le moment où voilà. Et après j'avais même pas le brevet des collèges, c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué l'école, du coup j'ai pas eu le brevet des collèges. Fallait que l'objectif que j'avais dit, fallait que je l'atteigne, parce que j'avais vu qu'ils faisaient pas mal de conneries aussi mes frères, faut dire ce qui est. Et je me suis dit, il fallait absolument que je devienne avocate coûte que coûte, mais je pense qu'à l'époque je réalisais pas le parcours. Ce que ça représentait. Ouais. Mais j'avais cet objectif final. D'accord. Donc c'est en quelque sorte une promesse que tu as faite à ton père et que tu t'es faite aussi. Oui. D'accord, ok. Donc quand tu dis qu'il y a eu un temps entre le moment où tu arrêtes l'école et le moment où tu fais cette promesse, finalement ce temps-là, il te sert à quoi? Il te sert à gagner en maturité et en même temps, il y a cet événement qui fait que... Je suis pas sûre que j'étais mature, hein. Quand j'ai commencé mes études de droit, j'étais immature. Je pense pas que ça m'a... non, en fait, cet événement-là, il a changé ma vie dans la mesure où, en fait, je me suis trouvé un objectif de vie. D'accord. Parce que moi, le premier objectif de vie, c'était peut-être faire grandir mes petits frères. Si ma mère avait d'autres enfants, bon, tant mieux. Je pense que j'allais les élever et puis faire un petit peu ma vie, sortir dehors, traîner un petit peu. Sauf que là, j'avais fait une promesse à mon père et je sais pas pourquoi ça m'a jamais quitté. Oui. Et je pense que parfois, il suffit d'avoir un déclic. Et de là, j'ai commencé à me renseigner, parce que je me suis beaucoup renseignée à, voilà, comment je peux être avocate. On me disait, toutes, mais il faut que tu aies au moins un diplôme, faut que tu aies un diplôme, et faut que je retourne au brevet, mais moi je voulais même pas retourner au collège, mais non, mais il faut que tu aies un bac, comment avoir le bac, et puis je me suis renseignée, puis à un moment j'ai raté la rentrée, puis j'ai appris qu'on pouvait passer l'équivalent du bac. Quand j'ai voulu m'inscrire, mais tout le monde se moquait de moi, mais après avec le temps, je comprends, parce que j'avais même pas le niveau brevet, puis je traînais dehors la journée quand je m'occupais pas de mes petits frères. Et donc, à ce moment-là, tu as quel âge? Au moment où je m'inscris pour passer le bac, je crois que j'avais 21 ans. 21 ans, ok. 21 ans. Donc de mes 16 à 21 ans, je suis restée 5 ans. D'accord, ok. Sans rien faire. Je reviens sur cette histoire de maturité. C'est peut-être pas le bon mot, mais pour moi, de s'occuper de ses petits frères, c'est prendre des responsabilités, de faire un certain nombre de choses et d'avoir cette envie que, même si le regard que j'ai sur moi, c'est plutôt un regard pessimiste, c'est foutu, etc., mais d'avoir de l'espoir pour ses petits frères, pour moi,
des marqueurs de maturité. Même si c'était pas complet, ou en tout cas, ou la manière dont tu te perçois à cette époque, c'était pas une maturité complète, mais tu avançais pas à pas vers ça. En fait, j'ai pris des responsabilités parce que je pense qu'il y avait un vide. Et donc, quand il y a un vide quelque part, enfin, l'être humain a horreur du vide, j'ai pris cette place-là. D'accord. Je sais pas si le mot maturité, pour moi, c'est pas le mot qui serait employé. Moi, je trouve pas que j'ai été mature. Je suis mature là aujourd'hui, mais je pense pas que je l'étais à l'époque. En revanche, ma prise de responsabilité m'a obligée à grandir peut-être plus vite, on peut dire ça. Oui, mais pas forcément. D'accord. Très bien, très bien. Je vois tout à fait. Donc, ton orientation se fait en ce sens, et donc tu dois passer le brevet, obtenir ton bac. Alors, Dieu merci, j'ai pas eu à passer le brevet, mais j'ai dû passer le bac. En fait, il y avait une équivalence bac qui existait à l'université, qui s'appelle le DAEU, c'est-à-dire le diplôme d'accès aux études universitaires. Et moi, la journée, je faisais du babysitting, et le soir, j'allais en cours. Et je l'ai fait à l'université de Créteil. Mais c'est vrai que même quand j'y allais, je me disais, mais peut-être je vais pas l'avoir du premier coup. En fait, à chaque fois, j'avais beaucoup de pensées limitantes, et je l'ai eu finalement, je l'ai eu au bout d'un an. Je pense même presque avec mention. Et quand je l'ai eu peut-être un mois avant mes 22 ans, parce que c'était au mois de juin et je suis née au mois de juillet. Dès que je l'ai eu, j'ai commis une erreur. C'est que j'ai fait une formation de secrétaire juridique en alternance sur un petit peu plus d'un an, un an et demi. J'ai fait cette formation-là alors que je n'aurais pas dû la faire, dans la mesure où en fait je me suis dit oui, mais peut-être que si je suis secrétaire juridique, c'est un petit peu comme si j'étais avocate, parce que j'avais tellement d'appréhension d'aller à l'université. Puis pour moi, le bac que j'avais, c'était pas un vrai bac. Donc ça allait être un niveau trop difficile. Et donc j'ai fait une formation de secrétaire juridique en alternance, et l'avocat, il était tellement désagréable, on va dire, pour rester poli, qu'en fait ça m'a davantage renforcée, et je me suis dit mais non, en fait je me suis perdue, parce qu'à la base j'avais fait une promesse, j'avais dit que je reprenais l'école pour devenir avocate. Finalement là je suis secrétaire juridique en alternance avec un avocat qui me parle mal, et moi dans ma tête je me suis dit non, mais il faut que moi je vais revenir à son égal. Oui, il fallait que je revienne, et puis peut-être qu'il fallait que j'ai ce retour aux sources. Et finalement, le diplôme d'accès aux études universitaires me permettait d'aller à l'université, donc je suis partie m'inscrire tout simplement à l'université, ce qui n'a absolument pas été facile. D'accord, ok. C'est vrai que c'était peut-être un passage obligé pour ne pas perdre de vue son objectif. Et donc effectivement, c'était sûrement un mal pour un bien. C'est une étape en tout cas qui était sûrement douloureuse, mais qui a permis en tout cas de se remettre dans le truc de non, j'avais dit que c'était ça, donc je vais sur ça. Et donc là, tu démarres des études universitaires, donc des études de droit, j'imagine. Comment ça se passe pour toi? Alors pour moi, qui est un niveau... moi déjà, je pense que j'ai surestimé mon niveau à cette époque-là. Je suis arrivée à l'université, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écrivais pas français. J'écrivais pas français, mais je me rendais pas compte que j'écrivais pas français. Donc du coup, je faisais énormément de fautes d'orthographe. La première année, j'allais pas beaucoup en cours. Je me disais, parce que quand j'ai passé le DEA, j'allais pas beaucoup en cours, mais je l'ai quand même eu avec mention. J'ai pensé à tort que la fac de droit, ça allait être identique. La première année, j'ai redoublé et j'ai quasiment rien validé. Il faut dire ce qui est. Ou je crois que j'avais validé qu'anglais. Je crois que j'avais validé qu'une matière sur chaque semestre. Voilà. C'était très dur. Du coup, j'ai redoublé ma première année. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, en fait, moi, je ne peux plus me permettre, puisque j'étais plus vieille que les autres de 5, 6 ans, voire 7 ans. Donc, je ne peux plus me permettre de redoubler. Donc... peut-être pas 7 ans, j'exagère, mais en tout cas, j'ai redoublé d'efforts pour travailler mieux.
Sur cette première année, j'ai validé la majorité des matières, mais il me restait, je crois, 3 matières à repasser. Mais on m'a quand même fait passer en deuxième année ce qu'on appelle en Ajax, c'est-à-dire, je ne sais pas quel est le sigle, mais en réalité, je suis en deuxième année. Mais mes 3 matières de première année, il faut que je les passe en plus de ma matière de deuxième année. Ouais. Voilà. Oui, je vois. Ça s'est mal passé parce qu'il y a aussi ce choc. Il y a eu un choc, un vrai choc avec les professeurs. D'accord. Puisque moi, faut se remettre dans le contexte. Moi, j'avais arrêté l'école en troisième, où j'étais particulièrement insolente et ça se passait mal. Là, j'arrive à l'université où finalement, je trouve, en tout cas sur les premières années, je m'étais pas assagie. J'avais un projet professionnel, mais je trouve que j'étais pas si sage que ça. Et j'ai quand même eu un choc avec les chargés de TD. Déjà, j'avais un choc parce que je trouvais que les notes étaient très basses. Mais vraiment, voilà, eux, ils n'hésitent pas à mettre 0, alors que j'ai fait une copie de 4 pages. D'accord. Et donc, je ne comprenais pas. Et donc, déjà, j'ai eu ce choc. Et bon, déjà, il y a eu ce choc. À côté de ça, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'année où j'ai décidé de reprendre l'école, c'est une année où j'avais demandé un appartement. C'est important dans la mesure où ça a été une année où j'ai quitté mes parents. C'était compliqué, puisque en fait, je pense qu'ils se sont dit que la place que j'avais prise allait partir et que j'ai réussi à cadrer mes frères et les autres petits et aller à l'école, et je pense qu'ils avaient un petit peu cette peur, mais moi je me voyais pas reprendre l'école. Enfin, faut dire ce qu'il y avait du bruit chez moi à partir de 6h du matin, il y avait toujours des bébés, et le soir on pouvait pas se coucher avant minuit, voilà. Et donc quand j'ai eu mon appartement, une semaine après j'ai commencé les cours à la fac. D'accord. Et donc en fait je me disais que j'avais 2 fois plus de chance. Enfin, moi j'ai jamais eu de chambre à moi, j'ai jamais eu de lit à moi. Et si je devais travailler chez moi, bah, c'était par terre. Quand j'ai passé l'équivalent du bac, on n'avait pas de table, on n'avait pas de chaise, on n'avait pas de bureau, donc c'était par terre. Et là, quand j'ai eu mon appartement, j'avais véritablement les conditions matérielles pour pouvoir travailler. Donc en fait, ça m'a aussi poussée à rester dans les études de droit, malgré que c'était très compliqué, parce qu'en fait, je me disais, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Puis surtout, j'ai vraiment des conditions matérielles qui font... Voilà. Okay. Et donc voilà, j'ai fait ma première année, bon c'était très compliqué, j'ai redoublé, ensuite j'ai refait ma première année, et là ce qui était compliqué, mais j'ai validé une partie des matières. Je suis partie en deuxième année, où là ça a été très compliqué parce que je suis rentrée dans une forme de dépression. Ça a été une année où mes 2 frères sont partis en prison en même temps, et j'avais un emploi du temps qui était, je travaillais parce qu'il fallait que je paye un loyer. Donc, je travaillais 2 nuits par semaine dans un lycée, plus 2 jours et demi dans un collège la journée. Et je travaillais 2 après-midi par semaine dans une maison de quartier. À côté de ça, j'avais ma soeur qui faisait beaucoup de voyages à l'étranger. Puis j'avais mon neveu, il avait peut-être 2 ans et demi. Du coup, je l'avais au quotidien. Et ça a été compliqué parce qu'il y avait la détention, et comme c'était mes petits frères, j'allais les voir en prison et je préparais leurs affaires. Et là, c'était oui, dur. Émotionnellement, c'était forcément quelque chose qui impactait, et dans une période en plus où tu faisais tes études, j'ai envie de dire, tu étais au début et il fallait effectivement que tu aies cette stabilité émotionnelle pour pouvoir t'accrocher. Je comprends que c'était... Je sais pas si c'était une stabilité, parce que tout le monde voyait que j'allais mal, mais en fait, quand on décide de prendre des responsabilités, il faut les faire jusqu'au bout. Oui. Et donc, du coup, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et donc, du coup, des fois, ça m'arrivait le matin d'aller au parloir. Je prenais les parloirs à 7h, des fois à 7h15. Je sortais du parloir, il était 8h. Je rentrais chez moi, j'allais m'occuper de mon neveu que je levais. Parfois, je le laissais tout seul. Je le levais, il fallait que je le prépare, que je le dépose à l'école, et qu'ensuite je courais à l'université et que j'allais en cours. Dès que j'avais fini mes cours, je partais travailler, etc., etc. Et en fait, c'était une période tellement dure que j'ai dû prendre des médicaments pour rester éveillée la journée, parce que j'étais fatiguée. La nuit, il fallait que je prenne des médicaments parce que j'avais perdu le sommeil.
Donc là, ça a été très très dur cette deuxième année. Et puis, j'avais pas forcément le même niveau que les autres camarades. Et je sais que ça a été dur parce que il y avait une prof qui me disait, en fait, pourquoi je travaille autant. Donc moi, je lui ai expliqué que j'avais besoin de travailler pour payer mon loyer, mais surtout, je sais pas pourquoi j'avais envie. Enfin, je suis désolée, mais en fait, c'est une époque où j'avais envie d'améliorer le quotidien de mes frères. Oui. Et donc, je travaillais 2 fois plus pour essayer tout simplement d'aider mes parents. Quand ils voulaient partir en vacances, même avec la mairie, je voulais leur payer des vacances, je voulais leur payer des choses. Je ne pouvais pas me contenter de simplement vivre mon loyer. Et donc ça a été une année très difficile parce que j'ai travaillé 2 fois plus. Et donc j'ai aussi, parce que l'argent permet aussi de faire d'autres choses, je me suis aussi payé une prof particulière parce que finalement qui m'a servi qu'un semestre. Parce que je me disais que j'ai de l'argent pour travailler, pour payer, mais qu'il fallait aussi que je puisse valider ces années-là. Et donc j'ai pris des cours particuliers, ça m'a beaucoup aidé, mais voilà, c'était compliqué de voir mes frères en prison. Je me disais j'allais bientôt les aider, mais ils étaient en prison. Oui. Tu étais finalement dans une position où tu te sentais à la fois pris en grippe parce que tu n'avais pas encore les moyens de les aider, sachant que c'était un de tes objectifs, l'objectif à atteindre, voilà, de vie, en étant avocate, ça t'a été insufflé par effectivement cette possibilité d'aider tes frères, et en même temps, tu te sentais impuissante parce que tu devais avancer sur tes études, mais sans cette possibilité de pouvoir effectivement leur apporter de l'aide. Mais c'est totalement compréhensible, et j'imagine effectivement la difficulté d'allier le tout et en même temps de s'occuper de soi et de s'occuper des autres. Je comprends que c'était une étape assez compliquée, assez douloureuse. Tu as pu passer outre cette étape, ça a été quelque chose qui s'est fait avec le temps, grâce à la sortie de tes frères ou... Non, ouais, alors ça s'est fait avec le temps, et ça s'est fait aussi avec les réussites, parce que quelque part, en fait, dans chaque malheur, dans chaque problématique, en fait, ça me renforçait. À chaque fois, je me disais davantage, mais là, je peux plus arrêter. Et puis en plus, il y a une phrase que quelqu'un avait mis sur Twitter, et c'était tout à fait ça. C'est qu'en fait, il y avait une fille qui avait marqué j'ai envie d'arrêter les études, mais dans le quartier, on m'appelle déjà l'avocate. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études de droit, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je disais à tout le monde que j'allais devenir avocate. Tout le monde se moquait de moi, par ailleurs. Et d'ailleurs, j'allais à un endroit au PIGE, au point d'information jeunesse, et je me rappelle mon ancienne animatrice qui, elle, me disait, mais je vois pas comment tu pourrais être avocate. Après, je peux le comprendre. Et quand j'ai eu ma première année de droit, je lui ai dit, j'ai eu ma première année. Quand j'ai eu ma deuxième, elle me dit, c'est bien. Oui. Ils avaient un peu du mal à me croire, mais on nous donne un diplôme. Et donc, je suis venue, elle m'a dit, franchement, c'est incroyable, t'as un bac+2 en droit. Franchement, vraiment, elle n'y croyait pas. Non, déjà, quand j'ai eu le bac, elle l'avait accroché. Quand j'ai eu le bac+2, elle m'a dit, mais non, mais c'est incroyable. Écoute, je vais le mettre sur le mur pour montrer aux gens de Fleury que tu mens pas et que t'es avocate. Et après, je suis revenue l'année d'après. Et là, j'ai eu la troisième année. Donc là, je lui ai donné le diplôme. Elle est restée un petit peu bouche bée. Oui. Et je pense que là, elle a commencé à croire que c'était possible. Et après, je suis revenue la quatrième année. J'ai déposé mon Master 1. Oui. Et ensuite, après mon Master 1, avant mon Master 2, je suis venue lui donner, je lui ai posé, je lui ai dit, j'ai quelque chose à déposer, tout ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est et tout. Je lui ai dit, tu sais que je fais des études de droit et tout. Elle me dit, oui. Et je lui ai dit, écoute, et je lui ai posé, je lui ai dit, lis. Et là, elle voit attestation de réussite à l'examen du barreau. Oui. Donc là, je pense qu'elle a dû alerter. Voilà. Et donc là, elle est restée choquée parce qu'elle savait que j'allais devenir avocate. Et après, je suis revenue. Le dernier diplôme que j'ai déposé, c'est le bac+5. Et en fait, sur son mur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Fleury, il y a un mur dans cette salle-là, et ça n'a pas bougé, où il y a tous mes diplômes. Super. Formidable, Ouais. C'est une très belle reconnaissance pour toi, et puis c'est vrai qu'elle t'a vu évoluer au fur et à mesure, et je pense qu'effectivement pour elle c'est une grande fierté. En tout cas, bravo, vraiment bravo pour tout ça. C'est pas rien, c'est effectivement
des étapes qu'on remet bout à bout, mais on se rend compte effectivement du parcours. Les études de droit, c'est très, très, très dur. En fait, il faut être motivé et je pense qu'on ne réalise pas. Après, c'est possible, parce que moi, j'ai réussi, mais c'est dur. Si c'était à recommencer, je ne suis pas sûre que je recommencerais. D'accord. Mais ce ne sera pas à recommencer. Donc, non. C'est bien, on y est, c'est acquis. Non. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu le construis, tu l'alimentes par tout ce que tu fais au quotidien, mais par toutes les situations que tu et toutes les personnes que tu défends. Donc j'ai envie de dire, non, je mesure la chance, la chance que j'ai. Et puis en fait, même par rapport à ça, souvent, par exemple, quand j'entends des juges dire à mes clients qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais ils disent mais vous faites quoi dans la vie, mais vous faites rien, mais votre vie elle va être en prison, mais vous avez même plus d'avenir, 18, 19, 20 ans. Mais je leur dis, vous pouvez pas leur dire ça. Oui. Parce que moi, à leur âge, j'étais pire qu'eux. La différence, c'est que moi, je me suis jamais fait attraper par la police. Et donc, ils rigolent. Ils me disent, non, mais maître, vous exagérez. Mais je lui dis non. Je leur explique que non. En fait, moi, à 19 ans, j'avais pas de diplôme. J'avais rien. Et pour autant, je suis avocate. Je ne sais pas si mon client le sera. Mais vous pouvez pas lui dire que sa vie, elle est terminée si vous lui laissez pas une chance. Exactement. Et donc, même des fois, quand j'explique et quand je plaide, parce que moi, mes clients sont pas censés savoir mon parcours, mais moi, je leur dis, moi à 19 ans je faisais rien et j'étais déscolarisée et j'avais pas le brevet et j'ai eu le bac à un certain âge et je suis devenue avocate à un certain âge, donc leur passé ne préjuge pas de leur avenir. De leur avenir, absolument. C'est une très bonne phrase qui résume tout, qui résume totalement tout. On parlait tout à l'heure de spécialisation, tu nous expliquais effectivement que tu interviens dans le droit de la famille, c'est ce qu'on dit, droit de l'étranger. Ouais. Et droit pénal. Oui. J'ai bien retenu. Alors, du coup, pourquoi être allé vers ces spécialisations-là? Et finalement, qui sont tes clients? Je pense que mes clients me ressemblent beaucoup. D'accord. Je pense que mes clients me ressemblent beaucoup. Alors, je ne sais pas si ce qui se ressemble s'assemble. En fait, il y a deux catégories de personnes, de clients. En fait, on a les clients qui ont besoin, qui pensent que dans le cadre de leur défense, ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire et qui pense que le magistrat sera beaucoup plus sensible quand ils sont face à des avocats qui maîtrisent toutes les techniques finalement de parole, de plaidoirie, d'art oratoire. Et il y a une autre catégorie de clients. Il y a les clients qui me ressemblent un peu plus, qui viennent vers moi parce qu'ils savent que je suis beaucoup plus simple. Ils savent que parfois il n'y a même pas besoin de rentrer dans des explications, que finalement je comprends la situation. Et il y a ceux aussi qui, quand ils m'entendent plaider, parce que je parle beaucoup de mon vécu, mais après on est dans le 93 et l'image qui est faite, le paradigme qui est fait par les magistrats est une image figée qui ne représente pas forcément la réalité. Et moi, à chaque fois, j'ai cette double casquette, c'est que c'est vrai, je suis avocate, c'est un titre que j'ai, et quand j'ai ma robe, je suis comme tous mes autres confrères, mais c'est pas ma racine même. Et ma racine, c'est d'être à la base comme les clients. Oui. Et donc, du coup, j'ai cette approche-là. D'accord. Voilà. Et je pense que les clients ont parfois besoin qu'on puisse expliquer leur vie sans préjugés, sans jugement. Et je pense qu'ils ont besoin aussi, voilà. Des fois, ils se disent, mais moi, je me suis sentie défendue parce que vous avez expliqué ma vie sans que moi, j'ai eu besoin de moi-même l'expliquer. Oui. Voilà. Et sûrement avec les bons mots, avec la bonne tournure. C'est ça. C'est ça. Et puis voilà, en droit de la famille, quand il y a des polygames qui viennent, voilà, ou quand ils ont besoin d'expliquer que le mari va prendre une deuxième femme, il y a des clients qui me disent, mais moi je suis partie voir d'autres avocats. Tout de suite, elles disent, mais monsieur, vous pouvez pas avoir une deuxième femme, mais ça n'existe pas, mais comment c'est possible? Il y a ce jugement de valeur, alors que finalement c'est culturel, et c'est une culture que moi j'ai. Alors il y a la polygamie, mais comme d'autres choses, mais comme le fait d'avoir plusieurs enfants, voilà, en droit de la famille. Puis pareil, le fait, par exemple, quand vous élevez vos enfants d'une certaine manière, pour vous, vous pensez les élever, vous pensez bien les élever, ou en tout cas
leur apporter tout ce qu'ils doivent recevoir. Et moi, je leur explique que moi, j'ai été élevée comme ils élèvent leurs enfants, mais que manifestement, ça n'a pas été suffisant pour qu'à un moment, j'ai pu m'affronter. Enfin, j'essaie d'apporter en tout cas un regard extérieur sans jugement. Sans jugement. Et un retour sur expérience, mais sur quelque chose que tu connais, toi, et que tu as vécu. C'est ça. Ok. Je comprends tout à fait que ce soit apprécié et qu'effectivement, ça fasse la différence avec d'autres avocats qui vont être très terre à terre ou très. Mais la majorité des avocats n'ont absolument pas vécu. Enfin, bon, hormis les divorces, mais ils ont. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, ils n'ont pas vécu la vie de leurs clients. Oui. Donc, difficile effectivement de se projeter ou on sait. Parce que même quand on vous est. Ouais, expliquer une histoire et l'avoir vécu, c'est différent. Oui, c'est différent. Très bien. J'ai envie de dire, quel genre d'avocate es-tu? Si tu devais te définir. Alors moi, je suis une avocate très simple. Très simple. C'est-à-dire que je suis avocate, j'ai un titre. Et c'est vrai que j'ai ce titre-là, j'ai passé le... Mais moi, je me considère pas... de manière réelle, enfin en tout cas si je suis honnête, je me considère pas forcément avocate. Moi je viens, c'est un travail, mais moi je le ressens pas comme un travail. Déjà je le ressens comme un devoir. C'est-à-dire que moi ce que je fais, j'ai l'impression que c'est un devoir. J'ai été mise sur terre pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir se défendre eux-mêmes. C'est ça, tout à fait. Et donc je me trouve très simple. Moi, j'ai ma robe quand je suis au tribunal, mais quand vous me voyez dans la rue ou le week-end, je suis même pas madame ou monsieur tout le monde. Quand on me voit, mais on pourrait dire que je suis caissière, je suis, enfin peut-être pas femme de ménage, mais vraiment, je suis très simple. Mais parce que j'ai gardé ma simplicité, j'ai toujours les mêmes amis qu'avant, on a toujours les mêmes débats, etc., etc., etc. Et jamais elles me disent, oui, mais toi, depuis que tu es avocate, etc. Ça, c'est des phrases que j'entends pas. Et bah moi, du coup, ça me fait plaisir. Je veux pas parce que je pense que moi, ma racine, c'est pas être avocate. Moi, je pense que ma racine, c'est être la fille banlieusard, fille de polygame et enfant de famille en difficulté, qui a réussi là où peut-être d'autres ont échoué pour certains buts, mais voilà, je suis l'avocate, moi je trouve simple. Après bon, simple ne veut pas dire que je suis gratuite et que voilà. Non, c'est pas là le sujet. C'est plus dans le personnage que peut incarner un avocat ou une avocate, puisque là je vais beaucoup exagérer ou en tout cas imager la chose. L'avocat qu'on peut voir en plaidoirie qui va faire carrément une mise en scène, ou l'avocat très dur qui ne va s'intéresser qu'aux affaires à je sais pas combien de chiffres. Là je vais vraiment dans la caricature. Dans la caricature, exactement. Qui reflète aussi la réalité, parce que je veux dire, quand la vocation d'avocat, les gens quand ils veulent, enfin je pense qu'une grande partie des avocats quand ils veulent être avocats, ou en tout cas moi quand je pose la question à mes étudiants, je leur demande quel métier vous voulez faire plus tard, et tous ceux qui me disent qu'ils veulent être avocats, je leur demande pourquoi. Mais ils disent pas que c'est par vocation, ils disent tous parce qu'ils veulent avoir de l'argent, parce que c'est aussi l'image c'est l'image qui est véhiculée. Et donc, forcément, quand on a une image de quelqu'un qui, peut-être pas un peu vénal, mais le fait d'avoir une image dure ramène aussi des clients, parce que parfois les clients sont aussi attirés par ce genre d'avocat, etc., etc. Mais moi, j'attire pas cette clientèle-là. Moi, j'attire... des fois, moi, j'appelle même certains clients après l'affaire. On a gagné. Un an après, je leur dis, mais vous m'appelez plus. Ils me disent, oui, j'ai plus de problème. Je dis, mais tant mieux, mais au moins savoir comment ça va. Est-ce que vous avez refait votre garder le lien? Mais oui. Très bien. Mais parce que, c'est un travail. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à exercer ce travail. Mais voilà, je pense que je suis restée un petit peu trop simple encore. Si en tout cas ça te permet de garder cet épanouissement et de rester toi-même et de pas forcément se dire parce que j'ai un titre
donc je vais me montrer autrement ou je vais me mettre un masque pour faire ça. Non, en fait, je pense que c'est pas quelque chose qui va t'apporter plus que ça dans ton quotidien. Et puis, tu l'as dit, tu le vois même pas comme un travail, tu le vois comme quelque chose qui est utile pour les autres. Et donc, pour moi, c'est ta mission de vie, en fait. Tu l'as clairement décrit comme ça. Bah vraiment bravo, parce que on le voit et on le sent quand on t'entend parler, que c'est quelque chose que tu incarnes totalement. Et vraiment force à toi pour toutes ces choses que tu fais pour ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui se défendre eux-mêmes, ceux qui sans toi, faut dire clairement, sur les affaires que tu as pu plaider, ont pu s'en sortir grâce à ça. Et on a besoin d'avocats de ce type, et c'est ce qui va faire et ce qui va permettre à toute cette population de s'en sortir et de pas rester dans ce fatalisme, parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là, être dans ce fatalisme de toute façon c'est foutu quoi. Mais non, en fait, même quand on passe par des moments où nous-mêmes ou d'autres ont fait des bêtises, eh bien on peut se sortir grâce au droit. Mais c'est ça, d'ailleurs il y a des avocats qui deviennent délinquants et des délinquants qui deviennent avocats, donc on peut reprendre l'école quand on veut, mais je pense aussi que le message d'espoir, il est surtout aussi pour toute cette génération d'étudiants à qui je pense qu'en troisième on leur dit que c'est pas possible, ou tous ceux qui n'envisagent pas de réaliser ce métier parce que c'est compliqué. En fait, mon message aussi s'adresse aux personnes qui, je sais pas, ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui ont toujours eu ce rêve de devenir avocat, mais qui se disent maintenant c'est trop tard ou j'ai des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma classe, il y avait Jacques, il était à la retraite, il avait je crois 61, 62 ans, et comme il avait rien à faire à la retraite, il a décidé de reprendre l'école, et donc du coup il était avec nous, donc il avait 61 ans, 62 ans, 63 ans, donc il a passé toutes les étapes, il a eu le concours d'avocat, il est devenu avocat, il avait presque 70 ans, bon je pense 67 ans, il est devenu avocat. Très très bien. Et il a énormément de clients. Maintenant, il est installé dans le sud parce que quand les clients le voient, ils se disent que c'est un avocat depuis longtemps et qu'il a de la bouteille. Et lui, il a fini. C'est quand il est arrivé à la retraite qu'il a décidé de reprendre ses études parce qu'il disait, moi, je ne veux pas rester à la base rien faire. Donc, il dit, il faut que je me trouve quelque chose. Et il est devenu avocat à 67 ans. Donc, en fait, moi, mon message, moi, je suis devenue avocate finalement à 32 ans. Parce que, sans entrer dans les détails, mais déjà le concours d'avocat, on peut le passer que 3 fois dans sa vie. Si vous le ratez, au bout de 3 fois, faut trouver une autre vocation. D'accord. Moi, je l'ai eu du premier coup, mais à un moment, j'ai fait 2 Master 2, puis l'école du barreau, j'ai fait 18 mois de cours aussi, en plus. Et après, je suis devenue avocate. Tous ceux qui ont des objectifs ou qui ne l'ont pas, ou qui sont intéressés par le droit, ou qui se disent même pourquoi pas, moi si j'avais un conseil à leur donner, c'est franchement foncez, allez-y et vous verrez. Peut-être qu'il y a des matières qui ne vont pas vous passionner, et peut-être qu'il y a d'autres matières qui vont vous passionner. Il ne faut pas avoir de pensée limitante en se disant qu'on n'a pas le niveau. Moi j'écrivais le mot pourquoi, je ne savais même pas l'écrire tellement j'écrivais POUR K OI. Oui. Et en fait, à chaque fois je l'écrivais, on m'enlevait des 5 points sur ma copie. Et moi je disais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il me dit mais voyez bien, vous n'avez pas écrit. Mais je dis si. Et puis pareil, il faut que les gens comprennent que moi j'ai eu beaucoup de difficultés. J'écrivais pas français. Du coup, on m'a dit qu'il fallait lire. Moi j'ai commencé à lire. J'étais abonnée au Public. Oui. Le magazine Public, Closer. Je le lisais chaque semaine, mais je comprenais pas, mon niveau de français ne s'améliorait pas. Et là, mais on m'a dit c'est pas ce genre de livre qu'il faut lire. Sûr, voilà. Et donc après, j'ai commencé à lire d'autres livres. En fait, à chaque fois que j'avais des lacunes ou des carences, j'ai essayé de rectifier. Mais par exemple, quand je vais dans des collèges ou dans des lycées, et des fois je vois qu'ils sont en seconde ou en première, mais je leur dis mais vous rendez pas compte, mais c'est incroyable, j'ai même pas eu ce niveau-là, j'ai même pas ce niveau scolaire. Et moi, je suis avocate, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez même pas d'année de retard, et vous pouvez largement devenir avocate parce que je le suis devenue, et ils réalisent pas la chance qu'ils ont. Oui. Voilà. Mais pour le coup, c'est un beau témoignage de pouvoir leur dire ça, et qu'ils puissent effectivement avoir cette prise de conscience qui pourra être réelle ou qui se fera à un autre temps, mais ils vont forcément penser à toi à un moment donné. Donc vraiment top.
On arrive bientôt à la fin Oui. de cet épisode. J'ai 2 petites dernières questions. La première, un peu un clin d'œil à ce podcast qui s'appelle Dose d'inspi. J'aimerais savoir quelle est la rencontre de ta vie qui t'a donné une dose d'inspi. Et je pense, moi, j'ai pas eu qu'une seule rencontre. Oui, sûrement plusieurs. Ouais, j'ai eu plusieurs rencontres. J'ai eu des rencontres très négatives qui me disaient tu ne deviendras jamais avocate. Oui. Faut dire voilà ce qui est. Ça m'a donné 2 fois plus envie de le devenir. Il y a des personnes comme Asna qui était au Pige qui m'imprimait l'intégralité de mes cours pour que je puisse avoir une scolarité normale. J'ai eu une amie, Émilie, qui m'a toujours soutenue, mais qui me recadrait et qui me disait mais Magou, t'as pas le niveau, faut que tu forces, qui m'a poussée. Je dirais que la première dose d'inspiration, ça a été mes petits frères. Oui. Parce qu'en fait, j'ai aussi vu que plus j'allais à l'école et plus je m'améliorais, et plus ça rejaillissait sur eux qui avaient envie d'aller à l'école. Et donc, du coup, je me disais, faut pas que j'arrête, faut que j'aille jusqu'au bout. Puis en plus, voilà, je pense aussi que c'est le quartier, c'est la ville, parce que moi, j'avais déjà dit dès la première année que j'allais être avocate. Donc, on m'appelait déjà l'avocate, Magou l'avocate. Donc là, c'était impossible que j'arrête. Et donc, voilà, j'ai eu aussi... pendant ma scolarité, le chanteur Kerry James, faut dire aussi ce qui est, j'ai écouté énormément ses musiques de A à Z, et notamment Banlieusard, plein d'autres chansons, mais celle-ci elle est très très marquante. Ouais, c'est ça. Tout ce qui effectivement peut. C'est ça. Je suis pas vouée à l'échec, mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs. J'ai pas eu qu'une seule personne moi qui m'a plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont. Voilà. Super. Et c'est formidable parce que tu as répondu dans le même temps à ma deuxième question, puisque j'allais te demander quelle est la musique qui t'inspire, et je pense que tu as répondu en parlant de Kerry James et Banlieusard. Je pense que pour moi, il y a la chanson, déjà Banlieusard, je l'ai écoutée, mais j'avais déjà commencé mes études, mais du coup ça m'a renforcée, voilà. Je pense qu'il y a cette chanson, et je pense qu'il y en avait d'autres, ou en tout cas il y avait d'autres chanteurs où je me reconnaissais, mais c'est elle qui m'a aidée, celui qui vraiment, je pense, m'a cadré, en termes d'inspiration, oui, Kerry James et la chanson Banlieusard. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à tout ça et d'avoir eu cette discussion qui a été des plus inspirantes. Vraiment, bravo pour ton parcours. Tu as encore plein de choses à venir sur ton chemin, et j'espère que tu vas pouvoir continuer là-dessus et en inspirer plein d'autres qui vont prendre le même chemin que toi et qui ne se sentira pas fataliste face à la vie. Non, mais j'ai déjà prévu la relève. Ah, voilà. Super. Oui, ma sœur... tu leur diras, faut qu'elle passe sur Dose d'inspi. Ma sœur est avocate depuis 3 mois, et en fait, je pense que mon rôle, si j'accepte d'être présente aussi, c'est parce que je pense que mon premier rôle était peut-être probablement de devenir avocate, mais le deuxième, c'est la transmission. Oui. Il faut que je puisse transmettre... peut-être ma vie, mon parcours. Voilà. Très bien. Donc, merci tu commences déjà, donc merci. Et je te dis à très bientôt. Reste connecté pour avoir des nouvelles de la suite pour toi et plein de belles choses. Merci à toi. Merci. On n'est pas condamné à l'échec.